Je crois qu'il faut passer à la communication suivante. Maxime? Oui, merci beaucoup Emmanuel de votre présentation. Nous demandons maintenant Caroline Apra de Paris. Description moléculaire des tumeurs fibreuses solitaires, hémangiopéricytome méningé comparé au méningiome, deux entités complètement distinctes. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Vous partagez votre écran, s'il vous plaît. Tout de suite, est-ce que vous m'entendez? Oui, il faudrait que le micro de Pascal Bourré soit fermé. L'événement qui nous réunit, eh bien, coche, j'allais dire, en même temps toutes les cases. Ça veut dire de la recherche d'excellence, puisque nous sommes ici. Excusez-moi, il y a une personne qui n'est pas en muet. Voilà, merci. Caroline, on vous voit, on vous entend, on voit votre présentation. Vous avez la parole. Merci. Merci, bonjour. Bonjour à tous, chers maîtres, chers confrères. Je me permets de vous présenter aujourd'hui mon travail, une toute petite partie de mon travail de thèse de sciences qui est consacrée aux tumeurs fibreuses solitaires méningées. C'est un travail très fondamental, très loin de la technique chirurgicale. Et en plus, je sais que je passe en fin de journée, donc je vais essayer de me concentrer sur l'essentiel, à savoir vraiment le message clé que nous avons pu tirer des analyses moléculaires, à savoir la différence fondamentale qui existe entre les tumeurs fibreuses solitaires méningées et les méningiomes. C'est un travail que j'ai réalisé en collaboration avec l'Institut Curie et avec les différents organismes que vous voyez sur cette diapositive. Ce travail a été publié il y a quelques mois dans le Journal of Neuro-Oncology. Les tumeurs fibreuses solitaires méningées, qui s'appelaient jusqu'en 2016 également des hémangiopéricytomes méningés, sont des tumeurs qui sont très rares. J'ai eu l'occasion d'en parler en 2018 à l'Académie de chirurgie pour la partie plus clinique de mon travail. Et sont des tumeurs où, alors on a du mal évidemment à savoir exactement le nombre de cas par an en France, mais aux alentours de 100 à 200 cas, nouveaux cas par an en France. Ce sont des tumeurs qui peuvent être très volumineuses, intracrâniennes, qui se présentent comme des masses extracérébrales qui compriment le cerveau, avec donc des symptômes d'hypertension intracrânienne ou des déficits neurologiques focaux en fonction, ou des crises d'épilepsie en fonction de la localisation. Bien sûr, le traitement de première intention est la chirurgie, qui est une chirurgie d'exérèse. On essaye d'être maximaliste et qui permet d'obtenir des bons résultats dans 50% des cas, puisqu'il n'y a pas de progression chez ces patients. En revanche, dans 50% des cas, avec des facteurs pronostiques qui sont assez flous, même si bien sûr ça dépend du grade de la tumeur et de sa taille et de sa localisation, on va être obligé de proposer une nouvelle ligne thérapeutique aux patients avec souvent une réintervention dans un premier temps quand c'est possible, de la radiothérapie, des traitements ciblés et malheureusement des chimiothérapies qui sont peu efficaces. Globalement, on va avoir des échappements thérapeutiques quand même chez un grand nombre de ces patients et certains d'entre eux, 10%, vont développer des métastases symptomatiques. Donc, il y a probablement beaucoup plus de patients qui développent des métastases asymptomatiques. Ces tumeurs fibreuses solitaires sont globalement donc très, on va dire, peu maîtrisées par les neurochirurgiens dans tout ce qui concerne la partie extrachirurgicale parce que ce sont des tumeurs qui ressemblent à des méningiomes, c'est-à-dire les tumeurs les plus fréquentes qu'on rencontre en intracrânien extracérébral pour les neurochirurgiens, mais infiniment plus rares. Il faut savoir qu'un neurochirurgien va voir entre 50 et 100 méningiomes pour une tumeur fibreuse solitaire méningée. Donc, l'expertise du neurochirurgien en ce qui concerne les traitements complémentaires est évidemment relativement faible. Et ce sont des patients qui sont toujours recrutés par le biais de la neurochirurgie et qui se présentent toujours avec des masses intracrâniennes. Ce sont des patients qui arrivent par la neurochirurgie et pour lesquels, dans un certain nombre de cas, on a du mal à proposer des traitements efficaces à long terme. Ce sont des tumeurs qui sont soit bénignes, soit malignes, de grade 1 à 3 comme un grand nombre de tumeurs, et pour lesquels il est indispensable, je pense, qu'on ait des traitements à proposer. C'est pour ça que la question qu'on s'est posée avec l'équipe du professeur Camarides et avec l'équipe de neuro-oncologie aussi à la Pitié-Salpêtrière, c'est de savoir si finalement ces tumeurs fibreuses solitaires méningées sont davantage des tumeurs fibreuses solitaires qui se sont développées dans le crâne ou des tumeurs méningées.
En effet, comme vous voyez sur le dessin qui est à gauche, les tumeurs fibreuses solitaires sont un ensemble de tumeurs qui sont des tumeurs des tissus interstitiels que finalement les chirurgiens thoraciques sont ceux qui connaissent le mieux en général, puisque ce sont des tumeurs pleurales dans 30% des cas, mais également des tumeurs qui peuvent toucher tous les tissus conjonctifs et qui ont été regroupées sous une seule identité histologique en 2016, en particulier parce qu'on a découvert qu'elles avaient exactement la même mutation génétique, la même fusion entre deux gènes qui s'appellent NAP2 et STAT6 et qui font d'eux vraiment une entité moléculaire commune. D'un autre côté, quand on regarde l'image à droite, qui est une IRM d'un patient avec un probable méningiome, il est impossible de faire la différence, que ce soit cliniquement, radiologiquement, en péropératoire, entre une tumeur fibreuse solitaire méningée ou un méningiome. Globalement, ces patients ont donc une prise en charge neurochirurgicale et en général, on s'adresse à un neuro-oncologue, soit quand on voit qu'il s'agit d'un grade 3, donc là, on commence à suspecter qu'il y aura besoin d'un traitement complémentaire, soit quand on est en échappement thérapeutique. La question qui se posait sur le plan fondamental par rapport à l'aspect moléculaire de ces tumeurs, c'est de savoir si ces tumeurs sont finalement des tumeurs des tissus conjonctifs qui se développent dans la tête, ou si ce sont des tumeurs des méninges en particulier, qui sont finalement la même tumeur que des méningiomes, mais qui ont développé cette fusion génétique NAP2-STAT6 particulière. Donc, on s'est posé la question de vraiment l'identité moléculaire de ces tumeurs pour essayer de proposer des traitements complémentaires, que ce soit de la chimiothérapie, des traitements ciblés, adaptés à cette localisation. Alors, je vais vous présenter les techniques principales qu'on a utilisées, qui sont des techniques d'analyse donc bioinformatique, à la fois transcriptomique, c'est-à-dire au niveau de l'ARN, et aussi au niveau de l'exome, c'est-à-dire les mutations génétiques qu'on trouve vraiment dans ces tumeurs. Je vais simplement vous présenter les résultats de l'ARN parce que c'est ce qui est nettement le plus intéressant dans ce qu'on a trouvé. Donc, pour cela, au niveau des méthodes, on a utilisé l'ensemble des prélèvements congelés dont on disposait sur une période de 20 ans à la Pitié, c'est-à-dire 13 tumeurs fibreuses solitaires. On en avait un peu plus, mais on a gardé uniquement les tumeurs pour lesquelles la qualité du tissu congelé permettait d'une analyse bioinformatique fiable. On a utilisé également, pour comparer leur identité moléculaire, des méningiomes de haut grade, c'est-à-dire de grade 2 ou 3, qui nous paraissent cliniquement ceux qui ressemblent le plus aux tumeurs fibreuses solitaires méningées. Donc, on en avait 25 qui avaient été déjà analysés par une équipe de Marseille avec l'Institut Curie. Et donc, on a pu utiliser les données sans avoir besoin de refaire le travail de Paillasse. Et 12 tumeurs fibreuses somatiques qui étaient également référencées à l'Institut Curie, puisqu'ils ont un centre de génétique somatique qui s'intéresse aux tumeurs des tissus conjonctifs et les sarcomes, les tumeurs fibreuses solitaires. Là-dessus, on a fait des techniques. Alors, c'est assez technique en termes de bioinformatique, mais vous allez voir que les résultats sont tout à fait lisibles. Ce qu'on fait principalement, c'est ce qu'on appelle de l'UMAP. Donc, c'est-à-dire qu'on compare le profil d'expression des gènes, c'est-à-dire on regarde tous les gènes à l'intérieur de la tumeur fibreuse solitaire, de nos échantillons. On regarde quels gènes sont exprimés, donc en ARN. Et par rapport à ça, on compare cette expression ARN à la fois dans nos 3 groupes et à des banques de données qui sont libres d'accès en ligne avec plus de 22 000 tumeurs et tissus sains, de façon à voir si on a une espèce de signature transcriptomique particulière qui permet d'identifier nos échantillons. Ensuite, une fois qu'on a cette réponse, on va pouvoir aller regarder en particulier nos échantillons et nos 2 groupes de comparaison pour essayer d'identifier d'une part les gènes exprimés, donc l'ARN qui explique l'identité, la signature ARN, et essayer d'identifier des facteurs cliniques ou histologiques qui sont associés à cette expression transcriptomique. On fait ensuite les analyses des gènes exprimés se font avec une recherche d'enrichissement non pas de forcément un gène à la fois, mais plutôt de voies de signalisation. Mais ça, je vais passer rapidement. Et on a fait également des analyses sur certains gènes d'intérêt, mais comme en plus on n'a rien trouvé, je ne vais pas vous en parler. Donc globalement, voilà à quoi ressemblent les résultats qu'on a en UMAP. Donc je vous rappelle la comparaison de nos échantillons avec 22 000 tumeurs.
Si vous regardez le schéma de gauche, alors évidemment, il y a 22 000 points sur ce graphique, donc c'est difficile de savoir, mais c'est une analyse bioinformatique complètement automatisée. On n'a aucun a priori sur ce qu'on cherche. Et quand on zoome sur nos échantillons à nous, on voit que nos échantillons sont très clairement regroupés sur 3 petites zones qui représentent de façon très, très, très concentrée nos échantillons. Et quand on regarde en particulier les TFS, donc les tumeurs fibreuses solitaires, qu'elles soient méningées ou extraméningées, on voit qu'elles sont très, très concentrées en termes de signature transcriptomique. De la même façon, les méningiomes sont très concentrés. Et quand on compare avec des tissus sains, alors ça, c'est vraiment des tumeurs tout venant. Donc, il y a des tumeurs du système nerveux central, mais il y a du tissu cérébral sain. Il y a aussi des cancers du sein, des cancers du poumon, etc. On voit qu'il y a vraiment une signature particulière pour nos échantillons. À droite, vous voyez la même chose, mais avec simplement une comparaison par rapport aux tumeurs du système nerveux central. Et là encore, on retrouve une concentration particulière qui montre bien qu'il y a une signature en ARN différente. Donc ça, c'est déjà, ça confirme le fait que les tumeurs fibreuses solitaires ont une identité particulière, mais alors évidemment, la surprise qu'on a eue, et je ne sais pas si vous avez la même surprise en voyant ça, mais c'est que les méningiomes sont totalement séparés des tumeurs fibreuses solitaires, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucune identité moléculaire commune entre ces 2 types de tumeurs, et donc qu'il s'agit de 2 tumeurs qui sont complètement différentes du point de vue génétique, moléculaire, alors que rien dans la pratique ne permet de les différencier. Je vais aller rapidement là-dessus, juste pour vous dire qu'on a essayé de voir s'il y avait des caractéristiques histologiques ou cliniques qu'on arrivait à identifier à l'intérieur même des tumeurs fibreuses solitaires, et il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen de séparer sur la signature ARN une tumeur fibreuse solitaire pleurale d'une tumeur fibreuse solitaire méningée ou de la cuisse. Donc, les tumeurs fibreuses solitaires méningées sont 100% des tumeurs fibreuses solitaires sans aucune caractéristique moléculaire, en tout cas en ARN identifiable. Je vais sauter cela pour passer directement aux conclusions, qui sont donc que le résultat qu'on a eu, qui était vraiment contre-intuitif, parce que nous, on pensait plutôt au contraire trouver des résultats qui nous montreraient une signature transcriptomique commune pour l'ensemble des tumeurs méningées, qu'elles soient tumeurs fibreuses solitaires ou méningiomes. C'est donc que ces 2 entités sont totalement distinctes. Il y a une agrégation au niveau de la signature ARN des tumeurs fibreuses solitaires méningées avec toutes les tumeurs fibreuses solitaires, pas du tout avec les méningiomes. Il n'y a aucune voie en revanche de signalisation qu'on a pu identifier. On n'a pas identifié de sous-groupe génétique ou clinique, enfin génético-clinique particulier. Et on n'a pas pu identifier non plus de facteurs pronostiques moléculaires, que ça soit en ARN ou en exome. On a juste identifié un nouveau variant pathogène de TP53 qui est intéressant, mais qui n'est pas non plus un scoop, étant donné qu'on trouve des TP53 dans toutes les tumeurs qui deviennent malignes. Globalement, ce résultat est, du point de vue moléculaire, en tout cas très, très innovant, on va dire, par rapport à ce qu'on sait à l'heure actuelle des tumeurs fibreuses solitaires. Et il doit avoir, en tout cas du point de vue de la pratique clinique, un impact immédiat sur les traitements qu'on propose à ces patients, d'une part en termes de réseau de soins. Je pense que lorsqu'un neurochirurgien ou un chirurgien voit arriver une tumeur fibreuse solitaire, il me paraît hors de question de continuer à avoir l'attitude qu'on a actuellement, qui est de les opérer. Si c'est un grade 3, de surveiller un peu plus près et voir si on fait de la radiothérapie, mais sans conviction, parce que la radiothérapie n'est pas franchement efficace et peut avoir des conséquences négatives sur le plan neurologique. Il me semble indispensable de discuter ces cas en RCP dans un réseau. Alors, il n'existe pas de réseau national, mais au moins avec un réseau sarcome, par exemple, souvent de façon locale, il y a des RCP sarcome pour vraiment connaître les derniers traitements qui sont disponibles. Et la deuxième chose à souligner, et c'est pour ça que je suis contente que ce résultat ait pu être publié, c'est qu'au niveau des essais cliniques qui ont lieu à l'heure actuelle, globalement, les localisations intracrâniennes sont toujours exclues pour des raisons qu'on comprend bien, à savoir que ce sont des patients qui ont des symptômes neurologiques, qui ne vont pas du tout présenter le même profil que les patients qui ont une tumeur thoracique, par exemple. Donc, ils n'ont cliniquement pas du tout la même présentation. En général, ils ne rentrent pas dans les essais cliniques.
Excuse-moi, Caroline. neurochirurgien ne les propose pas, en tout cas pas de façon Caroline, précoce. excusez-moi, c'est Et passionnant. en mais plus, il faudrait conclure. la disponibilité à travers la barrière hémato-encéphalique des traitements qu'on va proposer peut être mauvaise et donc peut faire que l'essai clinique est négatif sur ces tumeurs-là, mais juste pour une raison de biodisponibilité et pas de traitement essayé. Mais je pense qu'il est indispensable que dans les essais cliniques qui sont développés, les tumeurs fibreuses solitaires méningées soient incluses également pour qu'on puisse avoir des propositions de traitement pour ces patients devant lesquels on est très, très dépourvu à l'heure actuelle. Je vous remercie de votre attention. Très bien, merci beaucoup Caroline. C'était passionnant d'un point de vue de comment vous avez mené la recherche, la qualité des résultats que vous avez et de la qualité de votre exposé. Merci beaucoup. C'est vrai que les résultats sont particulièrement étonnants, donc ça c'est très très intéressant. Et effectivement, les conclusions que vous en tirez d'un point de vue pratique sont très claires. Il reste toujours quand même, malgré tout, parce que j'ai trouvé que la chirurgie avait tendance à repartir un petit peu. Alors, on n'est pas le couteau entre les dents, bien entendu, mais il y a quand même, la chirurgie a aussi un but de résoudre l'HIC lorsqu'on a des tumeurs qui sont très volumineuses. Donc, je pense quand même qu'il y a quand même toujours une bonne place, surtout quand c'est un comportement assez ménangiomateux, ça peut avoir une importance, non? Je suis totalement d'accord sur le fait que la chirurgie reste le traitement de première, voire deuxième, troisième intention. En particulier parce que dans 50% des cas, la tumeur ne va pas récidiver. Donc, on reste quand même sur 50% de guérison de ces patients. Et puis parce qu'en plus, dans la présentation clinique, on n'a aucun moyen de savoir que c'est une tumeur fibreuse solitaire. Il y a eu beaucoup d'études de radiologie pour essayer de prédire par rapport à certaines caractéristiques sur l'IRM, la diffusion, le T2, etc. Si on pouvait faire la différence, elles ne sont globalement pas du tout concluantes. Donc, de toute façon, c'est des patients qui vont être opérés pour une exérèse complète maximaliste d'emblée. 50% des patients, ça va suffire. 50% d'entre eux, il faudra les réopérer, mais je pense que les réopérer reste une bonne chose. Après, le problème, c'est qu'on manque de facteurs pronostiques, donc je suis d'accord qu'il faut, de toute façon, on va rester sur un traitement chirurgical d'emblée. Il faut aussi savoir qu'il y a un certain nombre de patients qui développent des méningites carcinomateuses après quelques années ou de multiples localisations spinales, intracrâniennes étendues. Et donc, il y a la question vraiment, ces patients-là, on ne peut pas les traiter par chirurgie. Mais c'est totalement une pathologie neurochirurgicale. D'abord, on est totalement d'accord. C'est juste que là, l'intérêt de notre travail, c'était d'essayer d'aller un peu au-delà de ça. Tout à fait. Merci beaucoup. Est-ce que je n'ai pas vu de questions supplémentaires? Je pense qu'on a déjà un tout petit peu dépassé. En tout cas, je tiens à féliciter les orateurs pour la qualité des travaux qui ont été réalisés, la présentation, le maintien de l'horaire aussi, et bien entendu remercier Dominique Franco pour cette organisation annuelle toujours aussi passionnante. Peut-être vous repasser la parole, à moins que Karim, tu veuilles ajouter quelque chose peut-être? Non, je n'ai vraiment rien à ajouter. Toujours très agréable d'entendre toutes ces communications brillantes, vraiment brillantes. Et merci à Dominique Franco et merci à l'Académie de chirurgie.